force. C'était une opération extrêmement difficile, dans un pays où il n'y avait plus d'État, il n'y a jamais eu d'État. Moi, je voulais juste conclure autour d'une chose qu'a amorcé Dany, mais qui me semble important. Comment est-ce qu'on passe de leur démocratie à la nôtre? Si on veut essayer de tirer cette conclusion-là de la discussion qu'on a ce soir. Comment est-ce qu'on passe de leur démocratie à la nôtre? C'est une discussion qui me semble importante, c'est une question qui me semble importante, parce qu'en réalité, cette question-là, elle est peu ou prou la question autour de laquelle on dégénérait ou on quittait le camp de la Révolution toute une série d'organisations politiques qui, à un moment donné ou à un autre, s'en sont revendiquées. Mitterrand, c'est pas souvent revendiqué de la Révolution, mais le Parti Socialiste aussi, il se revendiquait du socialisme. Mitterrand, quand il est élu à la présidence de la Ve République, il est élu après avoir écrit un livre qui s'appelle Coup d'État permanent, et sur la base d'une centaine de mesures, je ne les connais pas toutes, mais qui avait pour but d'en finir avec la Ve République, parce que justement, c'était un coup d'État permanent, de son point de vue. Aujourd'hui, le Parti Socialiste, c'est le parti qui est au pouvoir, qui tue Rémi Fraisse, qui interdit les manifestations, etc., etc. Donc la dégénérescence, là, elle est claire, tout le monde est d'accord. D'ailleurs, c'est même un point d'accord qu'on aurait si on faisait un sondage un petit peu à l'échelle de ce que c'est que l'ensemble de notre place, tout le monde sera déjà d'accord là-dessus. Mais c'est pas le seul, le Parti Socialiste. Le Parti Socialiste est carrément passé profondément de l'autre côté et il est devenu un parti de la classe dominante. Mais au sein même de notre camp, cette question de la démocratie, c'est une question autour de laquelle beaucoup d'organisations dégénérées, les partis communistes, même y compris à l'échelle de ce qu'est l'Europe, dans les années 80, ils avaient de notre point de vue, on a parlé du stalinisme dégénéré avant, mais dans les années 80, ils adoptent quelque chose qui s'appelle la ligne de la démocratie, le tournant euro-communiste, et autour de cette ligne-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils décident que la révolution définitivement se fera sur le terrain des institutions démocratiques et d'un avancement plus profond de ce que c'est que la démocratie actuelle. Et autour de ça, ils passent à des stratégies d'union nationale et ils deviennent les partis communistes qu'on connaît aujourd'hui, ou ils deviennent encore plus profondément, si on veut, les partis communistes qu'on connaît aujourd'hui. Pour donner un exemple, le Parti communiste espagnol, à l'époque de la chute de la dictature de Franco, loin de s'en servir comme une impulsion révolutionnaire, crée l'alliance avec la social-démocratie, avec la droite espagnole, et construit le régime qui aujourd'hui est le régime qui est contesté par le mouvement des indignés, et qui est le régime qui crée un obstacle aux luttes de la classe ouvrière et du peuple d'Espagne. Donc on a toute cette série-là de dégénérescence sur la base de la démocratie bourgeoise, et c'est normal, parce qu'en fait c'est précisément un système qui, du point de vue de la classe dominante, a cet avantage ou a cet objectif que d'arriver à nous entraîner en permanence sur son propre terrain et à nous faire dégénérer. Donc est-ce qu'il y a une continuité de la démocratie actuelle à notre démocratie à nous? Moi je pense qu'une conclusion de la discussion de ce soir c'est non. Mais néanmoins, est-ce que on peut considérer que la simple opposition à la démocratie actuelle résout le problème? C'est un peu la discussion qu'on peut avoir avec le courant anarchiste. Est-ce que dire élection piège à con? Est-ce que prôner l'affrontement direct minoritaire avec les forces de l'État, est-ce que ça c'est la solution? Là il y a une discussion stratégique en fait, entre l'adaptation et l'affrontement minoritaire. Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre voie? Et je pense que c'est ce que nous on essayait de dessiner, c'est peut-être un petit peu ce que Renaud essayait de dire aussi, qui est la voie de la prise en charge des questions démocratiques par la majorité de la population, par la classe ouvrière qui en fait l'outil de l'alliance avec la majorité de la population et qui en fait un outil particulièrement subversif pour se poser elle-même comme candidate au pouvoir. Il y avait la camarade qui posait la question de la citoyenneté. Moi je suis entièrement d'accord. La citoyenneté c'est une disquette qu'on nous fait passer de manière à laisser croire qu'on serait égaux alors qu'on ne l'est pas. Qu'on aurait les mêmes droits y compris alors qu'on ne les a pas. Quelquefois on a formellement les mêmes droits, mais il y a un truc que disait Lénine, c'était pas dans les cas de la Révolution que j'avais pas mal cité, mais c'était dans une conférence face aux femmes travailleuses à Petrograd après la Révolution. Il disait on a conquis l'égalité dans la loi, et y compris la Révolution russe, entre les femmes et les hommes, a installé une égalité de droit complète, mais l'égalité dans la vie, elle n'est pas encore conquise. Et maintenant, il reste une tâche pour la Révolution russe, c'est d'arriver à conquérir l'égalité entre hommes et femmes dans la vie, c'est-à-dire d'en finir avec le travail domestique, d'en finir avec l'oppression des femmes, avec leur infériorisation. Et effectivement, on a cette logique-là. Moi, je pense que citoyen, c'est comme Charlie. Tout le monde est Charlie, sauf que personne n'a les mêmes droits, et que le fait même de dire citoyen permet d'exclure et de mettre en seconde zone, comme disait Tiziri, toute une catégorie de la population. Ceux qu'on assassine parce qu'ils sont noirs, ceux qu'on maintient dans des cages à ciel ouvert qui s'appellent les banlieues, dont on peut difficilement se déplacer sans être contrôlé, etc. Et donc, il y a cette logique de, d'arnaque autour du terme de citoyenneté. Et pour moi, c'est un bon exemple parce que, dans le même temps que nous, on lutte aux côtés des opprimés qui sont les exclus de la citoyenneté pour en finir avec cette citoyenneté à deux niveaux, dans le même temps, on lutte en quelque sorte pour quelque chose de plus haut.
Et je pense que c'est ça qui est intéressant, qui est important à considérer dans la réponse à comment est-ce qu'on passe de leur démocratie à la nôtre. À chaque fois qu'on lutte pour les droits démocratiques actuels, on lutte pour quelque chose de plus haut. En l'occurrence, on pourrait quasiment reprendre la définition einsteinienne de nous luttons pour une citoyenneté universelle. Certes, mais ça ne se fera pas sans révolution. Et qu'est-ce que c'est que cette citoyenneté universelle? Ça ne se fera pas tant qu'il y aura l'exploitation, et donc la citoyenneté universelle, la meilleure façon de l'exprimer, c'est plutôt l'expression de Marx que celle de Bernstein, c'est-à-dire l'association des producteurs libres. En finir avec l'exploitation au travail, c'est le seul moyen de conquérir une égalité dans la vie et d'en finir avec les classes sociales. Donc voilà, je pense que ces questions démocratiques, en permanence, et c'est le cas pour le reste de notre programme, elles nous permettent de lier des questions qui sont des questions d'urgence immédiate avec les questions du projet pour lequel on postule, ou plus généralement. L'autre exemple, je crois qu'il a déjà été amplement repris, y compris les révélations révocables et irresponsables, qui n'étaient peut-être pas très clairs, mais effectivement, si on considère, pour creuser un petit peu l'idée de Lénine, si on considère que sur la base de l'impopularité des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires, des politiciens, etc. actuels, sur la base de cette impopularité-là, nous, on peut prendre en charge la lutte pour le dépassement de cette caste politicienne-là autour de la revendication d'un salaire d'ouvrier pour toutes les tâches d'administration. À la fois, ça permet de dialoguer avec quelque chose d'extrêmement immédiat. C'est la meilleure réponse de classe aux tous pourris de Marine Le Pen. C'est la meilleure réponse parce qu'ils sont effectivement tous pourris, mais la question c'est que Marine Le Pen, elle l'est aussi. C'est un peu plus que ça aussi. C'est de considérer que les tâches d'administration cessent d'être des tâches qui sont réservées à des professionnels, qui sont rétribués des milliers et des milliers d'euros, qui profitent en plus de leur salaire officiel d'un salaire qui provient de la corruption, qui restent là de vitam aeternam, qui n'ont accès à ces titres-là que parce qu'ils ont fait l'ENA, Sciences Po ou j'en passe, etc., etc. C'est de considérer que, et c'est un truc que dit Lénine qui me semble intéressant, dans le système actuel, on a atteint un niveau de technique qui ferait que les tâches d'administration sont accessibles à n'importe qui. N'importe quel travailleur sachant lire et écrire peut aujourd'hui assumer des tâches d'administration, et donc il s'agit d'en finir avec un corps de la fonction publique spécialisé et confié à des spécialistes de la politique bourgeoise. Ça c'est un truc léniniste. Donc on voit qu'à chaque revendication qu'on avance, on permet aussi bien de répondre à quelque chose d'extrêmement actuel et auquel malheureusement la classe ouvrière ne répond pas parce que ces directions se sont désintéressées de ce terrain-là et sont plutôt allées sur celui de leur démocratie à eux, et en même temps de poser des questions plus profondes. Et moi je pense que, pour terminer avec un dernier exemple de ce lien entre l'immédiat et l'objectif, effectivement la question de la lutte contre la répression, la lutte contre le tournant liberticide, autoritaire dans lequel on est, c'est une tâche qui peut paraître complètement immédiate, mais il faut comprendre un petit peu, je partage ce que disait Jamel sur leur jurisprudence et la nôtre. C'est pas une jurisprudence juridique, c'est une jurisprudence politique. Leur jurisprudence, après le mouvement CPE, c'est avoir pu mettre impunément des dizaines et des dizaines d'étudiants qui avaient mené, et de jeunes travailleurs qui avaient mené ce mouvement en tôle, et de cette manière décapiter une génération militante qui avait émergé. Tout le monde s'est beaucoup gargarisé de l'émergence d'une génération militante, quelques-uns ici dans la salle on en est peut-être issus, mais les organisations du mouvement ouvrier, on peut lutter contre la décapitation, parce que sinon on peut se demander où est-ce qu'elle est passée. Pareil avec les luttes dures qui sont menées dans le mouvement ouvrier, dans les conflits ouvriers un petit peu durs qui en ce moment. Si on laisse la répression se faire, Xavier Mathieu par exemple a refusé le test ADN qui lui a été imposé, et autour de ce refus-là, il a émergé comme une figure, parce qu'effectivement on a tous envie de refuser le test ADN. Mais donc, il y a cette discussion sur le lien entre la lutte actuelle contre la répression et les tâches plus fortes. Et la question c'est que, effectivement, prendre en charge aujourd'hui, et ça paraît subversif parce qu'il y a une adaptation énorme. Aujourd'hui, il y a plein de militants qui terminent en prison, et puis ce que se contentent de faire les uns et les autres, c'est de mener une petite procédure juridique, ou de faire un petit rassemblement de témoignages, etc. Au moins on l'aura fait, et de s'arrêter là. Moi je pense que, on a cité le cas de Gaëtan, mais il y en a d'autres. Aujourd'hui il y a effectivement ce camarade de la Poste, Yann Meyer, qui est fonctionnaire et qui est révoqué pour fait de grève. Sur des cas comme cela, si on arrive à construire le front démocratique large qui est nécessaire de construire, c'est-à-dire non seulement les militants du CCR, mais ceux de l'ensemble de l'extrême gauche en réalité, LO, NPA, les autres groupes qui peuvent exister, au-delà de l'extrême gauche, la question du front de gauche, toutes les organisations politiques de gauche qui veulent participer, la question des directions syndicales et des syndicats et des structures syndicales de base. En réalité, quand on nous dit qu'on est la majorité de la population, quand on se mobilise, ça se voit. Si on arrive à créer ce front-là et à empêcher, par exemple, que Yann Meyer soit révoqué, à empêcher que Gaëtan est en prison, les 54 autres manifestants qui ont pris de la tôle aussi, à empêcher que tout ce monde-là subisse la répression, à imposer un recul. C'est-à-dire que l'État teste, il perd. Si on arrive à empêcher ça, alors c'est pas juste des victoires immédiates. C'est un petit pas en avant et c'est une façon de relever la tête pour l'ensemble de notre camp. Et nous, on pense que si on arrive en tant que militants, et c'est pas que nous, à apporter ça et à conquérir cette victoire-là, et ben on se préparera d'autant mieux
pour les grands affrontements auxquels la bourgeoisie est déjà en train de se préparer, préventivement, en imposant un climat un petit peu de terreur qu'elle est en train d'imposer, comme j'avais voulu dire au début de mon intervention. Et c'est pour ça que la question de militer, elle se pose, à mon avis. Parce qu'il s'agit de voir comment est-ce que, dans la situation dans laquelle on est, il n'y a rien de très spontané. Il y a des luttes spontanées, il y a de la combativité en permanence. Mais résister à l'offensive autoritaire liberticide de l'État, ça, c'est pas spontané. Et ça repose beaucoup sur le courage et sur la détermination de quelquefois de minorités qui arrivent à entraîner des majorités. Et je pense que c'est pour ça que la question du militantisme, entendu le militantisme comme quelque chose qui est assez composite. Militer, c'est quoi? Militer, c'est se souvenir, déjà, en partie. La mémoire des luttes qu'on a menées, et c'est pour ça que le topo il a une partie un petit peu historique, c'est important, c'est aussi tirer des leçons de cette histoire-là. Mais militer, c'est aussi une pratique. C'est vrai. C'est aussi se connecter, aller dans la rue, c'est aussi partager un programme, par exemple. Et c'est ça la proposition que nous on fait, pour terminer, je termine avec celle-là. Nous on fait la proposition parce qu'on pense que c'est indispensable et que c'est la seule manière qu'on pourra avoir de vaincre le gouvernement et d'empêcher les nouvelles conditions dans lesquelles il faudrait qu'on milite, dans lesquelles il faudrait que le conflit de classe continue à se développer. Si on veut empêcher que ces nouvelles conditions s'imposent, on pense effectivement qu'il va falloir être plus de militants et qu'en tant que militants on soit plus conscients, qu'on soit mieux organisés, parce qu'il n'y a que la force organisée dont on peut disposer nous, qui permet de nous imposer comme majorité à un moment donné et d'imposer notre démocratie, si on veut reprendre un petit peu les termes de Lénine. Voilà.